Bonsoir à tous, je me présente, Sophie Valerio, je suis déléguée médicale pour les médicaments du docteur Reykjavik pour la Suisse romande. Je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui sera animée par le docteur Jean-Yves Henry. Jean-Yves Henry que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, il est médecin homéopathe, naturopathe, spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Il dispose de plus de 40 ans d'expérience en médecine complémentaire et il enseigne depuis de nombreuses années dans ce même domaine. Durant ce webinaire, nous proposons d'aborder le grand et vaste thème des douleurs et des rhumatismes. Le docteur Jean-Yves Henry va nous donner des informations sur la physiologie, les pathologies et il nous donnera aussi des idées sur la façon de guérir ou soulager au moyen des médecines complémentaires. Si vous avez des questions qui surviennent durant la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil questions-réponses. Nous y répondrons par écrit ou alors Jean-Yves Henry le fera à la fin de sa conférence. J'ai grand plaisir maintenant à laisser la place à Dr Jean-Yves Henry. Bonne écoute à tous. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons parler un peu des douleurs aiguës et chroniques, en rhumatologie en particulier. C'est un sujet qui remplit nos cabinets et pour lequel on doit avoir des résultats relativement constants, à condition bien sûr de suivre un protocole de diagnostic et de traitement qui soit simple et logique. Donc c'est ce que je vais essayer de vous communiquer ce soir. Voilà. Alors, il y a différents types. D'abord, je voudrais vous dire un petit mot sur la douleur. La douleur est quelque chose d'assez global comme définition, parce que par son polymorphisme et ses retentissements variables d'un sujet à l'autre, de nombreuses inconnues entachent encore nos connaissances à propos des phénomènes douloureux. La douleur n'est en effet ni mesurable, ni prévisible, ni proportionnelle à l'intensité du stimulus. À quoi sert la douleur? Alors, il s'agit bien sûr d'un signal d'alarme du système nerveux, mais la sensibilité variable selon l'affection. Par exemple, dans la sclérose en plaques, c'est une affection indolore, alors qu'il y a des lésions organiques et un retentissement fonctionnel important. Et selon, bien sûr, la personnalité du sujet. Dans certains cas, le seuil douloureux est abaissé, comme par exemple dans la fibromyalgie, d'où une certaine quantité de qualification. Et on a vite fait de dire, tiens, vous êtes douillet. Alors, qu'est-ce qui provoque la douleur? Alors, on distingue 4 catégories d'affections douloureuses qui représentent chacune environ 25% des cas de douleurs chroniques que nous allons étudier en 2 groupes distincts. Alors, d'abord, les douleurs organiques, dites organiques, qui sont liées à des agressions externes, par exemple le coup de marteau, la fraise du dentiste, etc. Via les récepteurs de la peau et des muqueuses, elle revêt un caractère d'alarme, donc un mode de défense et de protection de l'organisme. Qu'est-ce qui la provoque? Alors, les événements internes, les rhumatismes, les dysfonctionnements organiques importants, par exemple les problèmes de vésicule biliaire, par exemple, et puis évidemment tous les phénomènes douloureux via les tendons et les fascias, qui sont des structures algiques. Et il faut savoir en particulier que les douleurs sont souvent de localisation décalée par projection métamérique. Il y a des tas de gens qui viennent, par exemple, se plaindre de douleurs du cœur ou de douleurs au niveau des seins, alors qu'en fait, on va retrouver une lésion vertébrale, une dysfonction vertébrale dans le même métamère. Et j'aurais tendance à dire que les douleurs antérieures ont des origines postérieures, alors que les douleurs postérieures ont des origines antérieures. La présence d'un syndrome inflammatoire biologique, objectivé par la vitesse de sédimentation ou par la CRP augmentée, milite pour ce type d'événement interne. L'ancienneté, le mode d'apparition et l'évolution capricieuse, stable ou défavorable de cette douleur sont également importants. Alors, il y a des douleurs trompeuses. Certaines douleurs ont la caractéristique d'être particulièrement mal comprises, alors qu'au terme d'un examen clinique soigneux, elles devraient bénéficier d'un traitement simple. La plupart du temps, les patients sont traités
par tous les types d'antalgiques avant que le vrai diagnostic soit posé. Alors ça, c'est vrai, il existe dans tous les centres hospitaliers un service de la douleur et en fait, on se rend compte que ces praticiens sont souvent très très bons dans la gestion des antalgiques, mais pas vraiment intéressés pour bien comprendre quel est le mécanisme de cette douleur. Et alors, bien sûr, certaines étiologies doivent nous inciter à passer la main aux spécialistes. Par exemple, les névralgies cervico-brachiales, il faut définir si c'est une cervicarthrose, une hernie discale ou un cancer de l'apex pulmonaire. Donc là, évidemment, on va avoir recours à des examens spécialisés et à des praticiens pour lesquels c'est une zone d'étude. Il y a aussi les douleurs neuropathiques, et on appelle les douleurs neuropathiques des adaptations, des systèmes d'adaptation au stress. Alors, il y a des douleurs neurologiques aberrantes, incompréhensibles, qui peuvent durer indéfiniment. Par exemple, la douleur d'un membre fantôme, après l'élongation du plexus brachial, après un zona ou après une radiothérapie. Et puis, il y a des douleurs psychologiques qui sont liées au problème général des troubles de la perception. Il y a des névroses obsessionnelles algogènes, sans substratum anatomique, ou des douleurs corporelles initiales des dépressions, par exemple. Alors évidemment, ce phénomène de la douleur va entraîner des réactions immédiates d'ordre ortho- et parasympathique, au niveau des bronches du cœur, de l'estomac, de l'intestin, de la vessie, etc. Et puis des manifestations retardées par le biais de la CTH et la sécrétion de cortisone. Alors, on doit se poser la question, est-ce que ce sont des douleurs neurologiques ou psychologiques? Évaluer la douleur dès la première consultation valorise le patient qui se sent écouté et vous permettra une appréciation de l'efficacité de votre traitement. Alors, on peut utiliser une échelle de douleur. Vous pouvez, par exemple, chercher celle d'Eva qui est disponible sur assanté.fr dans la rubrique algologie. Voilà, typiquement un petit dessin, une petite photo qui évoque une douleur de type psychologique, avec des sensations de fourmis, douleur de type neuropathique avec une fourmi quand même, sensation extrêmement désagréable, mais évidemment sans substratum évident. Alors, qu'est-ce que les médecins utilisent? Alors, leur traitement de la douleur repose essentiellement sur des anesthésiques locaux. Alors, évidemment, très utilisé, la xylocaïne et ses dérivés en tentaire. L'aspirine et le paracétamol, qui ont des effets antiprostaglandines, donc effets antalgiques périphériques. Les anti-inflammatoires, en sachant que ceux-ci ont des effets nocifs, en particulier des effets de blocage lymphoïde, gastralgie, prise de poids, complications cardiaques ou immunologiques. Alors en particulier, le fait de révéler à une patiente que les AINS qu'elle prend régulièrement lui font perdre du poids, ça va l'aider, lui font prendre du poids, ça va l'aider à arrêter. Les corticoïdes seront utilisés si l'inflammation est chronique. Et enfin, quand les douleurs sont importantes et qu'elles n'ont pas tendance à céder, on sera tenté par les dérivés morphiniques. La morphine étant une endorphine à effet central. On va limiter bien sûr aux douleurs intenses. Elle se prendra soit par voie orale, soit en intraveineux, c'est ce qu'on appelle la pompe à morphine. Et évidemment, comme ce sont des remèdes avec des effets secondaires importants et puis avec des difficultés à arrêter le traitement, eh bien, la délivrance passera par une ordonnance sécurisée et avec des contre-indications, bien sûr, les insuffisances respiratoires, les troubles digestifs, les problématiques neurologiques ou rénales. En cas d'échec, eh bien, les médecins, devant une douleur hétérogène, vont utiliser les psychotropes, les antidépresseurs tricycliques, comme par exemple le Laroxyl, qui est assez sédatif, les anxiolytiques, les benzodiazépines, comme le Valium,
ou ses dérivés, les bêta-bloquants, hein, qui sont encore très utilisés par exemple dans les douleurs de type migraineuse, les antiépileptiques, comme le Tegretol dans la névralgie du trijumeau, et puis le dernier arrivé, c'est le Lyrica, hein, qui est une nouvelle molécule qui augmente le taux de GABA, qui est un neuromédiateur sédatif, mais qui a de nombreux effets secondaires, vertige, bouche-chaise, somnolence, troubles de la vision, etc. Donc là aussi, pas simple à manier. Alors, bien sûr, le remède traditionnel de la douleur, c'est l'alcool. Et on a même pu chiffrer, hein, que 2 verres de rhum réduisaient à peu près toutes les douleurs de 50%, ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui vont se traiter leurs douleurs au bistrot. Alors, les médecins se méfient parce que les pièges sont nombreux. En particulier, une douleur des épaules ou des hanches peut émaner de structures périarticulaires, polymyosite, polyarthrite trisomélique, etc. Les douleurs des mains d'origine nerveuse peut être confondues avec des douleurs articulaires. Par exemple, c'est le cas du syndrome du canal carpien, hein, qui va donner des douleurs des mains, des doigts, et puis même des douleurs de type électrique qui auront tendance à remonter dans le bras. Et puis également des médicaments qui peuvent provoquer des douleurs diffuses. C'est le cas en particulier des fibrates et des statines, hein, les remèdes qui sont censés baisser le cholestérol et qui en fait provoquent une inflammation musculaire avec des crampes assez généralisées. La cyclosporine, qui est un anti-rejet, la dépénicillamine, qui est un anti-inflammatoire rhumatismal, les bêta-bloquants, les biphosphonates qu'on donne facilement pour l'ostéoporose. Voilà. Tous ces médicaments-là peuvent produire des douleurs et bien sûr, dès que vous ne comprenez pas d'où vient l'origine d'une douleur, il sera absolument indispensable de faire la liste de tous les médicaments que le patient prend effectivement. Alors, nous qui sommes dans les médecines naturelles, eh ben, nos traitements utilisent bien sûr des moyens moins lourds, donc on se doit d'être plus précis. Alors, dans les douleurs aiguës, on va surtout se reposer sur la réflexion de la médecine traditionnelle chinoise qui fournit un cadre de compréhension des phénomènes qui sous-tendent ces douleurs. Pour le chinois, une douleur, c'est une plénitude localisée sur obstruction, c'est ce qu'ils appellent un syndrome BI. Alors, c'est facile à comprendre. Vous avez qu'à vous mettre un garrot, par exemple, au bras, et puis vous allez voir rapidement, votre bras, il y a une plénitude du bras, puisque le sang ne peut pas revenir, et très vite, vous allez avoir mal. C'est une obstruction qui crée une plénitude, qui va gérer une douleur. Alors, cette plénitude localisée, elle est aggravée à la pression. C'est la conséquence d'une perte de communication au sein de la circulation des énergies. L'existence d'une paresthésie, alors il faut faire l'opposé avec la paresthésie, c'est-à-dire la sensation anormale, les fourmis par exemple, signe au contraire une insuffisance. Et là, au contraire, elle sera améliorée par la pression locale. Et bien sûr, le mécanisme n'est pas le même et on ne va pas le traiter de la même façon. Donc le BI, plénitude locale sur obstruction, est le cas le plus fréquemment rencontré pour les douleurs couramment présentées au cabinet. Alors dans le BI, il y a des facteurs externes et des déséquilibres internes. Une survenue brutale évoque une origine externe, l'apparition progressive indique plutôt une origine interne. Alors pour les Chinois, si vous voulez, les causes, ils systématisent les causes à 6 grands, ils appellent ça les démons, hein, à 6 grands démons. Donc les principales pour eux dans le BI, c'est le vent, c'est-à-dire les empoisonnements et les soucis, la tension nerveuse, qui donnent des douleurs erratiques suite d'efforts, d'émotions, de changements de temps. Le froid, qui va donner une frilosité, des raideurs avec un dérouillage matinal, une douleur unilatérale intense, et puis l'humidité qui va donner un gonflement, une localisation fixe et une lourdeur de la zone. Oui, donc là déjà, rien qu'en interrogeant un petit peu finement le patient, eh bien, on voit que les mécanismes
les facteurs externes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, bien sûr, il y a la clé et puis il y a la serrure. Donc, les facteurs externes sont actifs parce qu'il y a des fragilités internes, il y a des déséquilibres internes. Alors là, bien sûr, la manifestation va se localiser sur l'organe le plus fragile. Alors, le foie, un foie insuffisant, par exemple, va donner des douleurs tendinomusculaires. Ça, c'est le cas en particulier de beaucoup de femmes qui ont des ferritines basses, des douleurs et des raideurs, des entorses, des périarthrites, du torticolis. Dans le cas du cœur, on a des stases de sang avec des périphlébites et même des fois des phlébites et des jambes lourdes. Au niveau de la rate, qui gère le volume des muscles, on aura des phénomènes d'acidité locale, par exemple la crise de goutte. Au niveau du poumon, on aura, et de la peau, donc on aura des démangeaisons avec une sensation de froid et une transpiration des extrémités. Au niveau du rein, on aura des arthrites et des polyarthrites, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, etc. Et bien sûr, il y aura des déformations. Alors, en médecine chinoise, comme en homéopathie d'ailleurs, on s'intéresse beaucoup aux modalités. L'intérêt de la médecine chinoise, c'est que c'est un outil pour comprendre pourquoi il y a ces modalités. Alors, la douleur qui est pire le jour est très souvent liée à un vide de chi, un vide d'énergie. C'est le cas, par exemple, calcaréaphos, insuffisance de yang ou un excès d'humidité. Pire la nuit, on a des stagnations. Donc, on aura ça sur des vides de sang, de yin ou des glaires. C'est le cas, par exemple, de Metzéréum, qui est un grand maître de glaire. Pire après le travail, quand il y a un vide de chi ou de sang. C'est le cas de China, qui est un remède du groupe de l'arsenic, de sépia. Pire après une activité sexuelle, vide de rein, argentum, lycopodium. Ça, c'est très intéressant parce que vous allez me dire, c'est rigolo, mais les patients vous le disent. Ils vous disent, après l'amour, je suis lessivé, ou au contraire, j'ai mal, enfin, ça leur pose vraiment de problème. Et donc là, il faut essayer de comprendre au niveau du rein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas un vide d'eau du rein? Est-ce qu'ils ont soif? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont épuisé leur surrénal? Voilà. Il faut essayer de faire une enquête pour bien comprendre le mécanisme avant de sauter sur un remède. Pire après un repas. Alors, après les repas, on va avoir des phénomènes d'humidité, de glaire ou de chaleur. Évidemment, donc là, il y aura des remèdes qui sont assez typiques de la plénitude humidité, par exemple Antimonium crudum, Iris versicolore, qui est un grand remède du pancréas, Nux vomica, qui est un grand remède de l'estomac. Voilà, donc là aussi, il va falloir affiner le diagnostic pour choisir un remède qui fonctionne bien. Alors, sur le plan psy, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Une douleur chronique de forte intensité va désorganiser l'appareil psychique, menacer l'intégration psychique dans le corps, affecter la capacité de désirer et l'activité de pensée. Elle affecte la conscience et rend l'état plus douloureux encore. Et ça, c'est vrai, les patients peuvent aller jusqu'à devenir littéralement fous de douleur. Dans les cas complexes, bien sûr, moi j'utilise le bilan nutrition santé, qui est une méthode d'évaluation de l'interface sanguine entre les contraintes corporelles, métaboliques et immunitaires, et psychologiques, avec les endorphines et les hormones. Et ce bilan sérique va révéler un certain nombre de déséquilibres, de causes ou de manifestations de ce vécu douloureux. Donc, dès qu'il y a un problème un petit peu compliqué, je demande un bilan sérique et ça va éclairer ma recherche. Alors, l'homéopathie, quand elle est bien choisie, elle a des effets absolument miraculeux. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est de trouver le bon remède. Le traitement de la douleur constitue une des plus grandes difficultés de l'homéopathie, car le remède n'agit pas directement sur le phénomène douloureux, mais sur les mécanismes de régulation physiologique qui le sous-tendent. D'où le grand nombre de possibilités thérapeutiques. C'est au niveau des signes psychiques et des comportements, c'est-à-dire de l'attitude du patient devant la douleur,
que se trouvent les caractéristiques utilisables, car le phénomène douloureux a toujours un impact révélateur sur la personnalité. Un sujet qui souffre va avoir un comportement qui va être, je dirais, souvent évident de son remède et très évocateur de son remède. Alors, on peut regarder les répertoires. Hein. Il y en a plein. Le plus, je dirais, le plus connu, c'est le répertoire de Kent. Le plus récent, c'est le synthésisme. Il y en a plein d'autres. Ils comprennent un incroyable nombre de rubriques sur les douleurs avec une triple entrée. Le Kent, par exemple, je ne sais pas, il va y avoir une vingtaine de pages sur les douleurs. Donc, des milliers de caractéristiques des douleurs. Alors, en fait, d'abord, on va étudier les caractéristiques générales de la douleur. Elle est brûlante, constante, coupante, crampoïde, cuisante, sous forme d'élancement, d'écharpe, erratique, c'est-à-dire elle se promène. Elle est déchirante, lourde, mordante, névralgique, paralysante, paroxystique, perçante, piquante, pulsative, soudaine, avec des soubresauts sourds, spasmodiques. Hein, ça évoque tout à fait le docteur Knock. Hein, est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Donc évidemment, ça, c'était très utilisé par les médecins du 19e parce qu'ils n'avaient rien d'autre à se mettre sous la main. Ils ne connaissaient pas bien la neurophysiologie. On venait juste de découvrir le stéthoscope, la radio n'existait pas, etc. Donc ils n'avaient que ça à se mettre sous là-dedans. Et en fait, ils s'en sont servis parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Alors, en plus, ce n'est pas parce que vous avez un symptôme typique de votre patient que ça vous aide vraiment. Par exemple, la raideur, stiffness, comprend 100 remèdes, dont au 3e degré, les grands remèdes Acteracemosa, qui est un grand remède de torticolis, Berberis, Causticum, qui est un grand remède de douleur sur raideur et frilosité, Ledum, Nux vomica, les contractures, les engorgements, Rustox, le dérangage matinal, etc. Oui. Donc, il va falloir vraiment faire des recoupements si vous voulez trouver un simillimum. Voilà pour les caractéristiques générales. Ensuite, on va s'intéresser aux remèdes qui ont des localisations organiques particulières. Alors, si vous cherchez céphalée en général, vous avez 200 remèdes. Donc ça ne va pas vous aider comme symptôme. On va chercher des choses beaucoup plus sensibles en répertorisation, comme par exemple la sensation de dos cassé. Alors ça, c'est un symptôme, il faut vous le gardez que si le patient vous le dit comme ça. Si vous ne le dites pas comme ça, il ne faut pas interpréter. Mais là aussi, bon, à chaque fois, il y a une vingtaine de remèdes. Donc vraiment, on est un petit peu embêté. Les muscles, là aussi, énormément de remèdes. Les os, douleur dans les os, Sabina, 50 remèdes, etc. etc. Donc c'est très compliqué. Il faut vraiment bien connaître le répertoire. Et puis, vous verrez, il y a une grosse difficulté avec l'homéopathie uniciste, c'est quand vous avez posé 50 questions au patient, le patient, vous êtes fatigué, mais le patient, il n'en peut plus, et puis il est gentil, il vous dit, écoutez, docteur, je vois que vous êtes très fatigué, je reviendrai la prochaine fois. Et puis, généralement, il ne revient pas. Alors, les modalités, ensuite, donc les modalités, pour chaque localisation, on va regarder si c'est aggravé après un traumatisme, la nuit, assis, couché, à l'inspiration, en montant les escaliers, avec une faiblesse, avec une éruption, en écrivant, pendant la miction, après les règles, après le Covid, etc. Améliorer le grand air par le mouvement, le repos, le jour, la pression, etc. On a même des remèdes hypersensibles à tout. Belladonna, China, Parsulfure, Lachesis, Nux. Là encore, c'est l'histoire du patient et la physiopathologie qui vont nous guider plus précisément. Alors, le concept de la douleur a été révolutionné, en particulier des douleurs chroniques, a été révolutionné dans l'entre-deux-guerres par les frères Huneke, qui étaient donc deux frères qui tous les deux étaient neurochirurgiens en Autriche. Et à la suite d'une série d'erreurs, ils ont réfléchi sur les résultats tout à fait étonnants qu'ils avaient eus. Et puis, ils ont élaboré une théorie qui s'est vérifiée tout à fait passionnante.
Hein, c'est l'histoire de la pomme de Newton. Hein, et la pomme est tombée, il l'a reçue sur la figure et puis il a découvert la gravitation. Ben, pareil, les frères Huneke ont fait un certain nombre d'erreurs en manipulant des anesthésiques locaux et ils ont eu des guérisons absolument étonnantes. Donc, ils ont essayé de réfléchir et ils ont élaboré une méthode qu'ils ont appelée la neuralthérapie, qui malheureusement, donc, qui est bien connue dans le monde germanophone et dans le monde hispanophone, malheureusement ignorée des francophones, qui en sont restés à la mésothérapie, qui est une sorte de neuralthérapie à l'aveugle, et à l'auriculoponcture, qui est une forme limitée de neuralthérapie, mais quand même très intéressante au niveau cortical. Alors, il suffit en fait de connaître la théorie et d'être systématique dans l'examen clinique et le traitement pour avoir des résultats parfois tout à fait étonnants. Alors, le principe est de contrôler les 3 niveaux d'organisation du système nerveux central. Et cela a été systématisé dès 1965 par la Gate Control Theory, ou théorie du contrôle à l'entrée. En fait, le système nerveux est organisé en système nerveux moteur et système nerveux sensitif. Et nous ne sentons pas notre système nerveux, nos organes, parce qu'il y a des portes, il y a des systèmes de blocage de toutes ces petites douleurs qui nous gêneraient et donc qui sont bloquées par ces portes. Alors, il y a une porte au niveau périphérique qui va limiter les nocicepteurs périphériques, en particulier les zones où il y a, par exemple, dans une cicatrice, c'est une zone de moindre résistance. Et quand vous tirez sur une cicatrice, normalement, elle doit faire mal. Mais votre porte antidouleur périphérique va bloquer cette petite douleur. Et donc, il y a tout un tas d'épines irritatives, cutanées, dentaires, osseuses, etc., qui ont ces micro-douleurs bloquées. Et puis, il y a une deuxième porte, c'est le filtre médulaire qui va limiter les douleurs ostéopathiques qui, elles, pourront être objectivées par des dermalgies réflexes, c'est-à-dire des modifications cutanées au niveau des zones douloureuses. Alors, ça ne fait pas très très mal, mais on peut, avec un palpé roulé, mettre en évidence ces zones cutanées. Et puis, il y a un troisième filtre qui est le filtre central et qui est au niveau du tronc rachidien et qui, lui, en plus, il est porteur de boucles mémorielles, c'est-à-dire que quand vous avez une douleur qui dure, il va progressivement la mémoriser, il va faciliter la persistance de la douleur. Voilà. Et ce filtre mémoriel est très intéressant parce que lui, justement, on peut l'atteindre par le biais de l'auriculothérapie. Voilà, donc la phase inflammatoire, la phase algique, il y a une irritation qui va passer périphérique, organique, qui va passer le filtre primaire, périphérique, puis le filtre secondaire, médulaire, puis le filtre tertiaire au niveau du tronc cérébral, et puis il va y avoir un retour moteur inflammatoire avec l'installation d'une dysfonction chronique humorale et hormonale qui va entretenir le phénomène algique. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux dans les douleurs chroniques, toujours, qui s'installe et qui fait que, bon, à part les antalgiques puissants et les anti-inflammatoires puissants, on ne peut pas beaucoup agir sur lui. En fait, c'est assez simple, il suffit de fermer un seul des filtres pour que la douleur et l'inflammation cèdent. Voilà. Alors, bon, il faut apprendre quand même 2-3 principes de la neuralthérapie, et en particulier comment les filtres s'organisent. Alors évidemment, l'idéal c'est de fermer les 3, mais déjà si vous en fermez un, la douleur et l'inflammation vont céder par justement déconnexion des réflexes neurovégétatifs. Cela explique le caractère parfois miraculeux de certaines interventions thérapeutiques simples, et en particulier la capacité de déconnecter l'épine irritative que l'on aura mis en évidence. Il faut toujours considérer l'organisme dans son ensemble.
prenez le temps de rechercher systématiquement la présence d'un champ perturbateur, c'est-à-dire d'une épine irritative qui va se révéler soudainement. Alors, qui dit douleur chronique dit épine irritative. Voilà. Dans 50% des cas, on verra que c'est les dents. Dans les 50 autres pourcents des cas, c'est cicatriciel, c'est des organes avec des souffrances particulières, mais souvent génito-épinaires d'ailleurs. Et puis, surtout, pourquoi tout d'un coup, eh bien, cette épine irritative qui vous fichait la paix, elle finit par basculer les filtres et elle finit par installer une inflammation et une douleur chronique. Eh bien, parce que le sujet est passé en phase 4, c'est-à-dire les tissus sont devenus secs et il y a une inflammation qui s'est propagée sur des tissus secs et qui n'était pas capable de la calmer parce qu'il n'y avait plus d'eau pour éteindre le feu. Alors ça se voit très très bien sur les BNS, et d'ailleurs même sur des bilans classiques de type protidogramme, vous voyez un effondrement des albumines relatif, les albumines baissent, donc le sujet est sec, et vous avez une hyperalpha, ça veut dire qu'il y a une augmentation des enzymes inflammatoires d'origine hépatique. Alors, cette sécheresse tissulaire apparaît par des adaptations hormonales suite à un stress. Et en fait, là, on voit que les tissus sont secs parce que l'hypophyse s'est mis de travers. Et l'hypophyse s'est mis de travers parce que l'hypothalamus et les soucis ont fait que le stress l'a épuisé. Donc, les douleurs chroniques ou récidivantes, retenez deux choses, c'est qu'il y a un stress oxydatif, il y a une épine irritative, et cette épine irritative est révélée parce qu'on est dans un état d'acidose localisée sur sécheresse. Donc, il faut se débrouiller pour remettre de l'eau et il faut traiter la zone de l'épine irritative. Voilà. Tout ça, vous trouverez tout ça dans les ouvrages de neuralthérapie, expliqués bien sûr de façon à la fois plus scientifique et plus détaillée. Mais retenez qu'on trouve la présence d'un foyer perturbateur dans la plupart des affections algiques et inflammatoires résistantes. Les névralgies occipito-pariétales, les névralgies du trijumeau, les migraines, les tachycardies paroxystiques, la périarthrite scapulo-humérale, le tennis elbow, le canal carpien, les algoneurodystrophies, la fibromyalgie, les lombalgies, les cruralgies, les sciatalgies. L'expérience prouve que dans 50% des cas, c'est un problème dentaire, subocclusion, granulome, poche, carie irritante, chicot, etc. D'où l'intérêt d'examiner la bouche. Dès que vous avez un patient, vous lui faites tirer la langue, vous regardez l'état des dents et des gencives, vous lui faites fermer les dents, vous vérifiez qu'est-ce qui se passe, et puis vous regardez l'articulation temporomandibulaire aussi. Voilà, et puis surtout, vous demandez un cliché panoramique, et puis si vous avez un ami médecin dentiste qui est un petit peu au courant de la neuralthérapie, vous lui demandez son avis, il fera quelques petits tests au froid par exemple, et puis il vous dira c'est cette dent qui ne va pas. Vous verrez que le simple fait de traiter la dent, ça fera disparaître des douleurs qui peuvent dater de plusieurs années parfois. Voilà. Alors, les pièges sont nombreux, donc, bon, ça on l'a vu déjà. On peut passer. Voilà. Donc, tout individu possédant un milieu intérieur sec et acide réagira défavorablement à l'action d'un champ perturbateur. Alors voilà pour les dents, toutes les petits dessins qui montrent bien toutes les structures de la dent, et puis tout ce qui peut irriter la dent, les poches, le tartre, les rétractions des gencives, le granulome ou les kystes, les caries profondes, etc. Et dans les autres cas, il s'agit généralement d'une cicatrice toxique, cutanée superficielle, muqueuse, par exemple les amygdales, l'ablation des amygdales, profonde, déchirure ligamentaire, hystérectomie, césarienne, d'un foyer infectieux profond, sinus, annexite, ou d'un corps étranger. Et un des cas que j'ai eu assez typique, ça a été un stérilet. Le seul fait d'enlever le stérilet a fait disparaître
une douleur, en particulier au niveau de la face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est très rare que le, le, le foyer perturbateur, donc l'épine irritative, soit au niveau de la douleur. Généralement, elle est très éloignée. Je me rappellerai toujours d'un patient qui avait une sciatique paralysante. Il avait les deux dents de devant qui bougeaient. Et ben le seul fait de les traiter, de les soigner, ça fait disparaître sa lombalgie chronique et sa sciatique paralysante. Voilà, donc, qu'est-ce que sont ces phases d'acidose localisée qui vont entraîner une désadaptation aiguë? Eh bien, ce sont des périodes post-fatigue et stress qui se développent sur une sécheresse tissulaire. Ça correspond à une phase d'acidose localisée. Pour les médecins en médecine chinoise, on dit que le patient est passé par Ratérin. L'acidité est limitée localement car le pH du corps est parfaitement stable grâce à ces 7 systèmes tampons. Il est donc parfaitement inutile de contrôler le pH urinaire, qui dépend surtout de la quantité d'eau et des acides aminés absorbés la veille, comme de prétendre alcaliniser le milieu intérieur. Ce n'est pas la peine de faire avaler aux gens des bases. Ça les soulage 3 heures et puis c'est tout. Voilà. Donc on utilisera beaucoup plus en homéopathie les sels de sodium et les sels de Schussler de sodium, par exemple, et bien sûr les phytohormones qui contiennent des stéroïdes naturels qui vont permettre à l'eau de pénétrer dans les tissus, puisque ce sont les stéroïdes qui permettent à l'eau de pénétrer dans les tissus et donc de faire disparaître cette sécheresse tissulaire. Voilà, donc en thérapeutique, bien sûr, l'effet le plus ciblé devra toujours être recherché, c'est clair. Plus vous allez comprendre le phénomène, moins vous donnerez de choses et plus vous aurez de résultats. Alors, intérêt des complexes, bien sûr, dans le domaine de la rhumatologie, il faut tout de suite préciser de quel type de souffrance il s'agit. Alors, est-ce que c'est une souffrance tendinomusculaire? Et là, c'est un problème lié à une dysfonction de foie. Alors, ce qui va caractériser ces douleurs tendinomusculaires, c'est qu'elles se déplacent. Et puis, surtout, elles s'accompagnent d'un dérouillage matinal. Le matin, pour se mettre en route, c'est très, très compliqué. Au contraire, les douleurs ostéo-articulaires sont des douleurs fixées. Là, le rein va contrôler la minéralisation, donc il faudra à ce moment-là traiter le rein. Et puis, ce sont des douleurs fixées et la douleur a tendance à augmenter plus on va se servir de l'articulation en cause, contrairement à la douleur tendinomusculaire. Au contraire, quand elle est chaude, on a moins mal. Ça pourrait être une problématique métabolique, comme par exemple dans la goutte et les pseudo-gouttes. À ce moment-là, on va traiter la rate et le rein. La rate pour sa rate pancréas pour sa capacité à réguler les apports et le rein pour sa capacité à évacuer les excès, les déchets métaboliques. Ça peut être bien sûr une cause auto-immune. On va fabriquer des anticorps anti-articulation. Donc là, on va utiliser surtout le foie, parce que le foie a la capacité de réguler les auto-immunités par le biais du cycle de gel. Et puis, ça peut être également infectieux, mais heureusement plus rare. Et là, on va utiliser bien sûr la rate pour ses capacités anti-infectieuses et également le SRE. Tous les organes du SRE pourront être utilisés, par exemple dans les ostéomyélites. Alors, quels sont les remèdes de Reykjavik qu'on va utiliser? Alors, le grand anti-inflammatoire, bien sûr, c'est le R1. C'est le remède du type douleur de plénitude douloureuse, le syndrome BI. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Apis mellifica, l'œdème, belladone, la congestion, et par sulfure, la congestion douloureuse, calibiche, les glaires, l'achésis, la stagnation chaleur,
Mercurius corrosivus, qui est un grand remède de pus, souvent d'ailleurs, mais aussi de blocage, et puis Phytolacca, qui est un remède de blocage ostéo-articulaire et également vertébral, tout à fait classique. Mais également aussi de muqueuse, puisque c'est un remède qu'on utilise également dans les angines. Voilà. Donc ça va être, je dirais, un remède princeps du syndrome B. Alors, deuxième grand remède qu'on va utiliser, deuxième grand remède anti-inflammatoire, épagalène, R7, là, évidemment, dans une douleur de type tendinomusculaire. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va nous faire penser à R7? Bien sûr, une symptomatologie digestive, nausées, ballonnements, éructation, des antécédents de lithiase biliaire, de cholécystite, etc. Et puis, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une articulation qui est extrêmement sensible à la fonction foie, c'est l'articulation de l'épaule. C'est une articulation essentiellement tendinomusculaire, puisque la surface articulaire est toute petite. Et donc, l'ensemble de l'articulation, c'est des tendons et des muscles. Et en médecine chinoise, évidemment, il y a une branche du méridien du foie qui va à l'épaule. Donc, dès que le foie va être malade, l'épaule va être douloureuse. Et puis, si vous continuez à tirer dessus, eh bien, vous aurez une rupture de la coiffe des rotateurs qui peut même amener à la nécessité d'intervention. Voilà. Et puis, autre intérêt de R7, bien sûr, dans les mécanismes d'auto-immunité, je pense particulièrement à la sclérose, à la polyarthrite rhumatoïde ou à la spondylarthrite ankylosante, le foie a la propriété de baisser le niveau de l'auto-immunité. Donc, ça, c'est un remède de fond à utiliser dans ces cas-là. Après, vous avez un grand remède des raideurs et de la sécheresse, le R11, l'ombagine. Alors, c'est très intéressant. Là, vous voyez des grands remèdes homéopathiques de la sécheresse, berbéris, causticum, calcium phos. Alors ça, c'est un grand remède de la minéralisation. Vous avez Rustox, qui est un remède de périarthrite, dulcamarin, qui est un remède d'hypersensibilité à l'humidité, et puis Nux vomica, qui est vraiment un grand remède de décongestion, en particulier alors dans les lombalgies d'effort. Très intéressant, Nux vomica. Je me rappelle, j'avais un patient qui était un maçon italien qui travaillait dans le Valais et qui se plaignait, il revenait régulièrement avec des lombalgies abominables et tout à fait typiquement de l'Ixomica. Alors on lui donnait du R11, il repartait avec de l'épagalène, ça marchait très très bien. Et puis jusqu'au jour où il m'a avoué qu'il buvait entre 3 et 4 litres par jour, et évidemment, je lui ai expliqué que s'il ne traitait pas la cause, les remèdes ne suffiraient pas. Ensuite, alors là, on a un remède plus complexe, plus sophistiqué. Là, on est vraiment dans l'auto-immunité, anti-inflammatoire des polyarthrites. Alors là, vous voyez, on voit apparaître des métaux lourds, comme l'argent, argentum. On voit apparaître l'acide sulfurique, donc là on est dans les acides, je vous ai dit les douleurs chroniques, c'est des terracides. Bryone, qui est un grand remède de la sécheresse des tissus et des exudats, de l'eau dans les articulations. Et puis les dompales et causticum aussi, deux grands remèdes de douleur avec raideur et en particulier aggravé par le temps sec et le vent froid. Alors, cas beaucoup plus rare, le cancer, les métastases osseuses sont hyperalgiques, donc il n'y a pas beaucoup de remèdes qui marchent bien dans ces cas-là. Dans le cancer, sauf bien sûr le cancer du foie, j'utilise toujours le R7. Et puis, j'utilise le R17 pour son effet de décongestion au niveau vasculaire, parce que là aussi, le cancer constitue un barrage, constitue un blocage, et il y a un syndrome B autour.
Donc, il va falloir traiter, bien sûr, non seulement l'immunité, mais il va falloir traiter la congestion. Et là, on aura un bon effet dans les douleurs du cancer. Scrofularia nodosa comp. Alors, action sédative générale, le R14, Quieta. Alors, bien sûr, on le présente comme un remède des difficultés d'endormissement, de la nervosité, etc., des troubles du sommeil, mais c'est quand même un grand remède de la fatigue nerveuse, avec en particulier Avena sativa, Escolzia, Humulus. Humulus est très intéressant parce que c'est un remède qui a des propriétés, qui contient des phytohormones, hein, et donc qui va lutter contre la sécheresse. Passiflora, qui est un grand remède de l'insomnie. La valériane, qui est aussi un remède, c'est pas seulement un remède de ménopause et un remède d'insomnie, c'est aussi un remède vasculaire et un remède hormonal. Et puis, pour l'épuisement nerveux, zincum, valérianicum, vraiment grand, grand remède. Alors, par exemple, vous voyez un patient cancéreux avec des douleurs de métastases osseuses, et bien, on va utiliser, par exemple, Quieta en adjuvant et ça l'aidera beaucoup. Même s'il a un opiacé par ailleurs, par le FUV, vous pouvez, d'ailleurs, il s'en rendra compte, il vous dira bah, quand je prends mes gouttes, ça me fait du bien. Alors, simisant, ça c'est très intéressant, c'est très lié à Simicifusa racemosa ou Apthea racemosa, c'est la même chose. Hein. C'est un remède qui a une pathogénésie de douleurs tendinomusculaires sur vide de sang. Donc, c'est souvent c'est un très bon remède de torticolis, de névralgie cervico-brachiale, de dorsalgie et en particulier aggravée chez les femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Évidemment, quand elles ont leurs règles, le vide de sang va s'aggraver et donc c'est assez typique. Alors, dans le complexe, on a Gelsemium qui est un remède de céphalée avec la tête pesante, Iris versicolore qui est un remède de migraine avec palpitation, Sanguinaria qui est aussi un grand remède de migraine, et puis Spigelia qui est un remède donc Iris versicolore qui est un remède de pancréas, de migraine périodique, et puis Spigelia qui est un remède de migraine oculaire avec troubles du rythme. Alors, le R46, c'est un remède qui est intéressant parce qu'il va agir en particulier sur les rhumatismes des mains et des avant-bras, des épaules, des mains et des avant-bras. Alors, on va comprendre pourquoi en regardant ces constituants. Un ferrum fausse, c'est un grand remède de l'épaule, hein, et en particulier de la périarthrite scapulo-humérale. Tous les fers sont des remèdes de la périarthrite scapulo-humérale parce que c'est un blocage par vide de sang. Hein, donc le fer va nourrir le sang. Ulmaria, c'est un remède qui est riche en aspirine. Lithium carb, c'est un draineur de la goutte et de l'acide urique. Natrum sulf, c'est un décongestionnant de l'œdème traumatique. Rhododendron, c'est un remède d'hypersensibilité à l'humidité, en particulier au changement de temps. Et puis Nux vomica, c'est un décontracturant général et c'est un remède d'auto-intoxication. Et donc là, on a une formule qui est extrêmement large et qui va bien couvrir tout ce qui se retrouve au niveau de l'épaule, des bras, des mains, etc., à condition que ce ne soit pas une problématique de polyarthrite ou qu'il n'y ait pas une épine irritative que vous n'ayez pas traitée avant. Voilà, intercostalin, R69, donc ça c'est pour les douleurs, les névralgies intercostales. Alors on se rend compte en fait que la plupart des gens, à partir de la quarantaine, ont des dos bloqués. Ils respirent mal, c'est pour ça qu'ils ont des remontées acides. Le diaphragme est en malposition et puis ils ont des douleurs du dos qui leur donnent d'ailleurs souvent des douleurs au cœur, qui leur donnent des sensations de gêne respiratoire, etc. Donc les dorsalgies, bien sûr, se traitent
par la kiné et par l'ostéo, par la natation aussi, qui aura un très très bon effet. Mais vous avez des gens qui ont vraiment des vrais gènes, hein, et en particulier très souvent le long du trajet d'un nerf intercostal. Alors, une fois que vous avez éliminé le blocage par un bon ostéo, eh bien, on va utiliser des remèdes qui vont en particulier faire céder les douleurs de zona, hein, et les douleurs de fracture de côte et de grands blocages. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a arsenicum album, qui est un remède de contracture, hein, et avec des douleurs brûlantes améliorées par les applications chaudes. Colocynthis, qui est un très bon décontractant. Ranunculus bulbosus, on l'a vu, qui est un remède d'hypersensibilité à l'humidité. Pyrustox, qui est un grand remède des capsules articulaires et des douleurs en particulier améliorées par le dérouillage. Voilà. Alors, sacroginol, lombosacralgie, alors ça c'est très intéressant aussi, c'est la même chose mais à l'étage au-dessous, avec quand même deux grandes articulations. Alors là, il faut demander une radio quand même, hein, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, vous avez deux énormes articulations qui sont les articulations sacro-iliaques qu'on va tester au doigt en demandant aux patients de se baisser et on va regarder s'il y a une sacro-iliaque bloquée. Et puis, il faut savoir que les deux derniers disques, L4, L5 et L5 et 5 sont des disques qui supportent le poids du corps, qui amortissent énormément les chocs, et à partir de la cinquantaine aussi, il n'est pas rare de voir ces disques abîmés avec des débuts, des tentatives de hernie. Et donc à ce moment-là, eh bien, il faudra bien comprendre quel est le rôle des sacroiliaques et puis comment on va pouvoir traiter comment on va pouvoir décompresser ces disques, et en particulier, ils seront d'autant plus abîmés qu'il y aura une sécheresse tissulaire. Donc là, on aura intérêt à utiliser des remèdes de la sécheresse tissulaire. Alors, sacroginol, alors ce qui est très à la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle des névralgies du nerf pudendal, qui donnent des hypersensibilités douloureuses au niveau du périnée, autour de l'anus, etc. Toutes ces zones on appelle ça des anesthésies douloureuses en selles, SE2LES. Les selles, c'est l'endroit où vous posez vos fesses sur la selle du cheval. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Aesculus, hein, le marondin, donc c'est un grand remède de stase veineuse dans la région périanale, hein, c'est un grand remède d'hémorroïdes. Simicifusa racemosa, les névrites. Colocynthis, les crampes. Natromur, là aussi les œdèmes post-traumatiques. Phytolacca, qui est un grand remède de la spondylarthrite. Et puis strontium carbe, grand reminéralisant, hein, et en particulier grand remède des névrites chroniques. Et puis Nux vomica, le décongestionnant. Mais c'est une formule qui est très équilibrée, qui a un très bon effet décongestionnant, et en même temps qu'un abord de kinésithérapie et puis qu'une évaluation radiologique de ce qui se passe et de ce qu'on peut apporter va soulager très très bien le malade. Alors, la sciatique, on pourra, si en plus il y a une sciatique, c'est-à-dire en plus s'il y a des pincements sur la queue de cheval au niveau de la moelle, il va y avoir des douleurs projetées. Alors, des douleurs projetées qui vont faire boiter le patient. Il aura une douleur dans la fesse, au point d'émergence du sciatique. Il aura des douleurs au niveau du genou, au point que souvent ils viennent consulter pour leur genou, alors qu'en fait c'est simplement une sacro-iliaque qui pince le sciatique. Et ces douleurs pourront aller jusqu'aux chevilles et aux orteils, hein, en sachant que la sciatique L5 est à l'externe et la sciatique S1 est à l'interne du pied. Donc, il y aura des sensations de fourmillement, de picotement, d'engourdissement au niveau des membres. Et donc, on va utiliser là aussi des remèdes qui vont jouer sur ces sensations-là.
Bien sûr, arsenicum album, surtout s'il y a une douleur brûlante améliorée par la chaleur. Aconite, un grand maître de congestion vasculaire. Colocynthis, là aussi, grand maître de spasme, en particulier digestif. Nafalium, qui est un remède de sensation de fourmis. Hein. Et puis magnésiaphose, qui est le grand remède homéopathique des douleurs, et des douleurs en particulier par vide. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la zone douloureuse, ça calme. Voilà, ça c'est typiquement le kénote de magnésiaphose. R70, prosopalgine, alors ça c'est un grand remède de névrite aussi. On va retrouver un petit peu les mêmes remèdes, hein, aconite, colocynthis, mais par contre on va trouver deux remèdes absolument fabuleux, c'est Calmia, latifolia, qui est un remède de douleur qui suit le trajet d'un nerf, de douleur centrifuge. On va trouver Cédron, qui est un remède également de névrite, mais de névrite à retour périodique. C'est une névrite qui revient régulièrement au même moment. Et puis, on va trouver Verbascom, le bouillon blanc, qui est un énorme remède donc, de sécheresse tissulaire et en particulier de névralgie du trijumeau. Voilà. Alors, tout à fait intéressant, mais pas que dans le trijumeau, hein, on le trouve souvent dans des blocages, par exemple, au niveau des hanches, au niveau des jambes, et il pourra même être utilisé dans les sciatiques, parce que Verbascom, même en basse dilution, vous voyez d'ailleurs là, il est en D2, hein, ça a la propriété donc de remettre de l'eau dans les tissus, donc de calmer une des causes de la douleur. Voilà, donc, grand remède, Verbascom. Alors, calcocin, grand remède de la reminéralisation, très intéressant, complexe. Alors, bien sûr, avec des dilutions relativement T12, ça fait du 6CH. Alors, très intéressant, calcarea phosphéllos, calcarea fluor, c'est les tendons fragiles. Vous avez calcarea carpe, qui est un remède en particulier de douleur au niveau des deux derniers disques lombaires. Hein. Silicea, qui est un grand remède de déminéralisation. Et puis, vous avez mon petit préféré, là, qui est Éclat Lava, la lave du mont Éclat, qui est très riche en fluorure de calcium et qui est le remède spécifique des becs de perroquet et de tout ce qui est les exostoses. Éclat lava, les allopathes n'ont absolument rien dans l'exostose. Avec la lave du mont Éclat, en la prenant régulièrement, on fait disparaître les exostoses, en particulier, par exemple, les épines calcanéennes. Bon, vous mettez, pour soulager le malade, vous faites mettre une semelle, une forme avec une zone évidée à l'endroit où ça appuie, et puis vous donnez éclat lava, et en général, au bout de 3-4 mois, on voit que l'épine calcanéenne a disparu, comme par miracle. Aranea diadema, alors Aranea diadema, c'est une araignée. Alors, ce sont des douleurs très intéressantes. Comme toutes les araignées, c'est des venins qui sont spastiques, douleurs diffuses, persistantes de type fibromyalgique, ressemblant à des brûlures ou à des piqûres accompagnées de fourmillements. On est dans un venin, là. Alors, c'est très intéressant. Là-dedans, il y a Coculus, qui est un remède de burn-out. C'est une douleur suite à un burn-out. Aranea diadema, on a vu. Avec en particulier, c'est intéressant, il y a une modalité intéressante à cette araignée, c'est l'aggravation à l'humidité et en particulier le fait que les doigts sont souvent boudinés, on n'arrive pas à enlever l'alliance. Vous retrouvez la simicifuga, un grand remède de spasme tendinomusculaire sur vide de sang, colocynthis, grand remède de contracture, cyclamène, alors là il y a une connotation hormonale, gelsemium pour les céphalées, et puis ginkgo biloba pour les troubles de la circulation associés, et on retrouve spigelia pour les névralgies oculaires, les palpitations, etc., et les migraines également. Et donc là, on a vraiment un ensemble de remèdes qui va couvrir la douleur névritique
hein, le R81, qui est tout à fait intéressant et que vous devez envisager d'utiliser quand le patient présente cet aspect névritique avec ces problématiques de spasme et surtout cette sensation de brûlure ou de piqûre anormale le long d'un trajet nerveux. Alors, Buforan, le R33, là on trouve Ranabufo, hein, c'est le venin de la peau du crapaud. C'est aussi un remède de spasme et de contracture musculaire, mais avec en plus beaucoup d'hyperexcitabilité. Et alors, on a rajouté dans la formule, ils ont rajouté du cuivre, hein, pour le côté absolument de la contracture, zincum metallicum pour l'aspect de l'épuisement. Hein. Ranabufo, c'est un remède que j'aime bien, c'est un remède où en fait le patient est à la fois excité et relativement abruti. Voilà. Et donc, il a du mal à assembler ses idées, etc. Et puis, il a une spasmodicité tout à fait anormale, c'est tout à fait évocateur. Alors, la détox en 4 phases, bien sûr, ça, là, on quitte un peu le niveau de la douleur, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut proposer à beaucoup de patients parce que le foie et la vésicule biliaire, alors là, il faut bien comprendre que le foie, c'est 2 kilos de poids corporel, mais c'est 60% de la détoxification et 60% de la biosynthèse. Et c'est le premier stade de toutes les inflammations. Donc évidemment, l'hépagalène, le R7, vous allez le mettre en avant quasiment toujours. Le R37, dès qu'il y a une constipation, et en particulier une constipation de selles sèches, hein, avec des phénomènes d'auto-intoxication digestive. Moi, personnellement, je n'utilise quasiment jamais les probiotiques. Je considère qu'on a vanté à tort les vertus des probiotiques. Par contre, une alimentation riche en prébiotiques, et dès que la constipation apparaît, le R37, ça change la vie des gens. Et puis après, on va utiliser des remèdes qui sont des draineurs, en particulier au niveau de la peau, mais pas que, hein, parce que la peau est le miroir du fonctionnement de tous les autres émonctoires. Et puis, bien sûr, pour le drainage des reins, en particulier s'il y a de la sécheresse, s'il y a des antécédents de lithiase ou de cystalgie. Voilà, j'attends vos questions. Je suis sûr que... Ah, mais non, j'ai encore 2 cas cliniques, c'est vrai. Alors voilà, premier cas clinique. Alors, je vous ai mis des cas cliniques un petit peu atypiques pour faire travailler vos méninges. Alors, un homme de 59 ans vient consulter pour des douleurs musculaires apparues il y a 4 ou 5 mois. Ce patient dit n'avoir aucun antécédent médical. Il paraît en excellente santé, hein, bon état général. Il pratique le jogging. Après 2 à 3 km, même à un rythme modéré, il ressent des douleurs qui affectent les cuisses et les mollets et qui s'estompent à l'arrêt de l'effort. Il craint d'avoir une artérite comme son père. L'examen vasculaire et neurologique est normal. Alors, l'examen vasculaire, c'est très simple, hein. Vous prenez les chevilles et les pieds, et vous sentez l'artère tibiale postérieure et l'artère pédieuse, hein, des 2 côtés à la fois. Et puis, si c'est bien tapé et si c'est symétrique, il n'y a pas de problème vasculaire. L'examen neurologique, vous testez les réflexes, hein, réflexe rotulien, réflexe aquiléen, et puis si c'est normal, c'est autre chose. Et en fait, le BNS est très hypoflocculant. Il y a un BNS qui est complètement effondré, ce qui est tout à fait anormal pour un homme de cet âge-là. Et en fait, c'est là où il m'avoue qu'il reçoit depuis 6 mois un traitement hypolipémiant, alors que son taux de cholestérol initial était pratiquement pas élevé. Et donc, c'est une statine qui a complètement bloqué son foie et qui a généré des douleurs qui apparaissent dès qu'il fait un effort modéré. Donc, évidemment, on arrête la statine. Il va falloir quand même une bonne quinzaine de jours pour que le foie redémarre
à travailler correctement et qu'il soit débarrassé de son symptomalgique. Alors moi, j'ai d'autant moins de difficultés à arrêter les statines que le bénéfice des statines est quasiment nul. Donc, ce n'est pas parce que vous baissez le cholestérol que vous allez protéger l'état vasculaire de vos patients. Les plaques dans les artères, c'est des plaques de fibrine, ce n'est pas des plaques de cholestérol. Donc, à l'autopsie, il y a moins de 10% de cholestérol dans les plaques, donc ce n'est pas ça qui va régler le problème. Les cardiologues se mettent le doigt dans le nez jusqu'au fond de l'orbite. Alors, un état clinique grave, ah oui, une femme de 62 ans, un petit peu enveloppée, elle est ronde, consulte car depuis 3 mois, elle a mal partout, nuit et jour. Et elle a maigri de 5 kilos sans régime. Les douleurs sont osseuses, à type de brûlure, majorées par la toux ou les éternuements. C'est-à-dire que quand elle secoue son rachis, ça fait encore plus mal. Ce type de douleur, avec des radiculalgies thoraciques, évoque un processus malin, métastase, myélome ou lymphome. D'ailleurs, la vitesse de sédimentation est à 98, donc c'est énorme, elle ne devrait pas dépasser 20. Le BNS est hyperfloculent en gamma, donc il y a un gros pic en gamma, ça veut dire qu'il a beaucoup d'anticorps, et donc là, on va pousser les examens et on va découvrir un pic monoclonal qui va confirmer le diagnostic d'un myélome multiple, qui est un cancer des lymphocytes, qui a malheureusement comme principal symptôme des douleurs osseuses assez généralisées. Voilà, vous avez là le BNS. Alors, on voit bien en jaune le taux des gamma, et on voit qu'il y a différentes autres sous-populations, qu'il y a des sous-populations de protéines qui hyperfloculent. Voilà. Alors que le reste est très bas, parce qu'évidemment, le lymphome prend toute l'énergie pour lui et ne laisse pas grand-chose pour les autres systèmes. Alors là, évidemment, j'ai proposé le R17 et le R69, qui va soulager un temps cette pauvre patiente. En conclusion, alors, au fil des consultations, vous serez amené à repenser l'équilibre de votre patient, calmer ses douleurs, l'aider à retrouver la fonction et à apprivoiser les soucis du quotidien. Parfois, nos ambitions vont être limitées par la plasticité mentale. Ben oui, il y a un âge biologique. Les déformations acquises, quand le trouble est dans la structure, on ne pourra pas aller au-delà. L'espacement des consultations de surveillance, les gens veulent bien venir, mais pas trop souvent, c'est cher. Le suivi relatif du traitement, d'où l'intérêt de peu de produits, mais bien ciblés, et le manque de pratique d'activités sportives et psychostimulantes. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, les gens ils apprennent à vivre avec la douleur, et au contraire, il faut les encourager en permanence, et il faut dessécher leurs tissus, littéralement, et il faut les encourager, et si possible, alors, un des sports pour les gens âgés qui est le plus physiologique, c'est la marche, bien sûr, et puis c'est la piscine. Et c'est la natation. Donc, il faut les encourager à y aller, même s'ils sont un petit peu frileux, même si ils n'aiment pas trop aller à la piscine, il faut essayer d'organiser ça. Et puis surtout, leur tenir la main, parce qu'un patient qui souffre est un patient qui a besoin qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'encourage. Voilà, alors on a fait il y a des livres très très intéressants, en particulier à Marseille, j'ai un de mes étudiants qui a fait une thèse de doctorat en médecine sur les phénomènes douloureux objectivés dans les BNS, donc ça c'est très intéressant. Le grand ouvrage que je vous conseille d'acheter, c'est celui de Dosch, L'introduction à la neuralthérapie, qui est très bien fait. Et puis, il y a différents autres ouvrages qui sont intéressants, en particulier le livre de Jones, qui explique comment, sans manipuler, on peut soulager des algies et des blocages simplement par le positionnement antalgique. Et ça a énormément de succès. C'est une technique que je pratique régulièrement et qui a débouché sur une approche
antalgique qui s'appelle l'orthobionomie. Voilà. Et puis, il y a des livres très intéressants aussi, comme celui de Richard Pels et de Winter, Les aspects actuels de la neuralthérapie, qui est, lui, plus scientifique, mais qui est très bien fait. Voilà. Merci à toutes et à tous. Envoyez les questions. Oula, il y en a des questions. Alors, on va prendre les questions du début. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Alors, très bien. Peut-être que sinon, je vais vous lire les questions parce qu'elles sont dans l'autre programme de questions et réponses. Ah, mais je les vois, je les Ah, vois. ok. Alors, que signifie le vide de Qi? Ça veut dire le vide d'énergie. Le Qi en chinois, c'est l'énergie. C'est la fatigue, hein, le vide de Qi. Et en fait, c'est le Qi qui va mobiliser le sang. Hein. Donc, il y a des stagnations de sang dans les vides de Qi et il y a une sensation d'épuisement et une stagnation de sang, vide de Qi. Alors, de manière simplifiée, le Qi est l'énergie vitale. Voilà, voilà, bien sûr. Info sur la neuralthérapie. Alors, sur mon site qui s'appelle www.médecine-intégrée.com, vous avez des chapitres sur la neuralthérapie, donc l'accès est libre et gratuit. Hein. Donc médecine-intégrée.com et vous avez des chapitres de neuralthérapie. Donc vous allez dans le menu déroulant, vous tapez neuralthérapie, vous avez une vingtaine de chapitres qui vous apprend ce que c'est. Et puis j'ai publié un petit bouquin qui s'appelle Traitement des douleurs aiguës et chroniques et qui reprend tous les principes de la neuralthérapie et également ce qu'il faut retenir de l'auriculothérapie. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous ferai parvenir le livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, le livre de Moreau est très bien fait justement pour les médecins dentistes avec des tas d'exemples comment, quand on est dentiste, rechercher les épines irritatives et les résultats extraordinaires que ça peut donner. Ben voilà, ils ont même mis le lien, bravo. Ah ben c'est Michel qui a fait ça ne m'étonne pas. Merci Michel. Voilà, donc c'est bien. Ces médicaments, à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge. Pour moi, un remède homéopathique n'a pas d'âge. Le principe, c'est qu'on donne le remède et on regarde ce qui se passe. Voilà. Alors, bien sûr, il faut un petit bébé, vous n'allez pas donner 20 gouttes d'un coup, hein, vous lui donnez quelques gouttes et vous regardez ce qui se passe. Il faut comprendre que le médicament homéopathique, ce n'est pas un médicament au sens allopathique, c'est-à-dire ce n'est pas un apport chimique, c'est une information. Et donc, on va vous donner cette information, quelques gouttes suffisent, et vous regardez ce qui se passe. Normalement, le syndrome va évoluer. Alors, il ne va peut-être pas disparaître, mais enfin, il y a des choses qui vont changer. Et le principe, c'est que vous avez le droit de redonner le remède quand le symptôme revient. Voilà, ça, c'est le grand principe. C'est ce que je dis, c'est la question qu'on me pose toujours en homéopathie. Quelle est la posologie? Alors, avec les complexes, c'est assez simple parce qu'on fait c'est des remèdes en relativement basse dilution, donc on fait 2 à 3 fois par jour, donc ça, c'est pas compliqué, mais l'idéal, c'est de donner le remède, s'attacher les mains derrière le dos et on a le droit de le redonner quand les symptômes reviennent. Le gros problème de la plupart des homéopathes débutants, c'est qu'ils sont toujours trop pressés et ils ont l'impression qu'en donnant plus, ça va marcher mieux. Voilà, donc chez les petits, c'est de l'ordre de 3 gouttes, les tout petits. Hein. L'âge adulte, c'est 3 fois 5, 3 fois 10 gouttes. Et puis les gens âgés, alors de nouveau, je dirais, ils ont souvent une hypersensibilité. D'abord, on ne va pas utiliser les mêmes remèdes. Et puis, ce n'est pas parce qu'on en donnera plus que ça marchera mieux. Voilà, donc pour moi, 10 gouttes 3 fois par jour, c'est une posologie maximale. Alors personnellement, par contre, j'associe souvent deux complexes.
un complexe de structure, et puis un complexe qui a beaucoup plus visé sur le syndrome en cours. Voilà, c'est bien, il a répondu. Voilà, alors pour une sciatique, quelle posologie? Ben, on a répondu, ça va dépendre de l'effet que ça a. Et puis, ça va dépendre de la cause de la sciatique. Si c'est une sacro-iliaque, il faut la débloquer, la sciatique va céder. S'il y a une épine irritative, elle ne cédera pas, il faut traiter l'épine irritative. S'il y a un écrasement discal et qu'il y a une hernie, il va falloir opérer la hernie. Ça va vraiment dépendre de la... Voilà. Ah, il faut voir voilà, la bonne formule. D'accord. Donc, il y a une petite erreur de formule. Alors, c'est très difficile de trouver maintenant des neuralthérapeutes formés. L'expérience me prouve que le meilleur neuralthérapeute, c'est vous. Donc, vous vous formez. Et puis, alors évidemment, on parle beaucoup en neuralthérapie d'utiliser la xylocaïne. Il faut savoir que la xylocaïne, vous pouvez l'utiliser quand c'est un problème local avec de l'EMLA, par exemple, hein, ou alors avec un petit laser 200-300 milliwatts, hein, ça marche bien. Vous n'êtes pas du tout obligé des infiltrations de plasma de Quinton, ça marche très bien aussi. Alors, les BNS, vous allez sur le site www.mybiobox.com. Voilà, ils vont vous envoyer un kit et puis vous enverrez le sérum et ils vous répondent. Et puis, si vous ne comprenez rien, vous lisez ce qu'il y a sur médecineintégrée.com. Et puis, si vous ne comprenez toujours rien, vous m'envoyez le résultat, vous m'appelez et puis je vous ferai la lecture. Voilà. Mobiplay. Voilà. Nathalie, merci Nathalie. Voilà, donc la durée des 4 traitements de détox, en principe, c'est une semaine par flacon, en sachant qu'on peut recommencer la cure. C'est des cures d'un mois qu'on peut recommencer, d'autant plus qu'elle a fait du bien et que on veut avoir alors, dans le deuxième cycle, d'ailleurs, ça n'aurait pas très souvent, le premier cycle, ça ne sera pas forcément le même flacon qui agira le mieux. Vous verrez, parce qu'on a enlevé une couche. Et puis, dans le deuxième mois, deuxième passage, c'est peut-être souvent un autre flacon qui donnera les meilleurs résultats. Alors, l'alcool, c'est le problème des remèdes homéopathiques et de l'alcool. Il y en a très, très peu. Hein. Si vous donnez 5 gouttes, par exemple, il faut savoir qu'il y a à tout casser 2 gouttes d'alcool là-dedans. Hein. 1 à 2 gouttes d'alcool. Personnellement, les enfants, je conseille de le passer dans un petit jus d'orange ou un sirop quelconque. Hein. Ils ne sentent rien. Voilà. Alors, on peut même, alors si vous voulez, vous pouvez même prendre le complexe, vous prenez des granules neutres et puis vous mettez 5 gouttes sur des granules neutres, vous agitez le petit flacon, vous laissez sécher et à ce moment-là, l'alcool s'évapore et le remède est sur les granules et vous le donnez sous forme de granules à l'enfant. Voilà, il a répondu à tout, Michel. Alors, intolérance alimentaire. Alors, ça, c'est un problème, c'est très intéressant. Les intolérances alimentaires, c'est une problématique qui est apparue ces 10 dernières années parce que les Allemands alors au début, c'était suspecté, signalé, compagnie. Et puis, en fait, les Allemands ont mis au point des tests qui permettaient d'objectiver les intolérances alimentaires. Donc maintenant, on sait quels sont les aliments pour chacun qui va provoquer de l'inflammation, de la sécheresse et des phénomènes irritatifs chroniques. Alors, tous ces phénomènes-là passent par le foie. Donc déjà, épagalène est indispensable. S'il y a consultation, R37 systématique. Et puis, bien sûr, pour calmer ces inflammations et cette sécheresse, moi, personnellement, j'utilise des huiles
polyinsaturés, en particulier l'onagre a un très bon effet sur la sécheresse tissulaire. Mais ce n'est pas la seule, la bourrache aussi, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, il faudra supprimer les aliments irritants, sachant que les aliments irritants, il y a les trois grands, hein, c'est le gluten, le lait de vache et le blanc d'œuf. Hein. Donc, si c'est un de ces trois-là, si vous ne l'enlevez pas, ça ne s'améliorera pas rapidement. Alors, une femme de 65 ans avec fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est un spasme tendinomusculaire qui est lié à un vide de sang du foie. Hein, donc, il va falloir traiter le foie, épagalène systématique. Ce vide de sang du foie est lié à une problématique de rein. Donc, il va falloir traiter le rein, remettre de l'eau dans le rein, comprendre pourquoi le rein est sec. Et en général, c'est soit un problème de poumon, soit un problème de rate derrière. Le problème de rate, c'est une intoxication alimentaire ou médicamenteuse ou vaccinale. Hein. Et puis, problème de poumon, c'est un problème hormonal généralement. Ça se déclenche dans un contexte de ménopause, de pilules, de traitements hormonaux divers et variés. Donc là aussi, il ne faut pas rester bloqué sur un diagnostic, il faut comprendre le mécanisme qui est derrière et le corriger spécifiquement. Voilà, j'ai d'ailleurs sur le site médecine-intégrée.com, il y a un chapitre fibromyalgie qui vous détaille tout ça et qui vous explique comment on fait. Voilà, les pathologies chroniques sont-elles le reflet d'une inflammation chronique permanente avec ou sans douleur? Oula, alors, donc les pathologies, dès que vous avez une douleur chronique, vous avez une inflammation chronique sous-jacente. Et dès que vous avez une douleur chronique, inflammation chronique, vous avez un cercle vicieux neuralthérapique. C'est-à-dire, vous avez une sécheresse des tissus, une inflammation qui s'est développée sur cette sécheresse, et le tout étant entretenu par une épine irritative, une ou plusieurs épines irritatives. Donc, il faudra chercher l'épine irritative, il faudra traiter la sécheresse des tissus. L'inflammation digestive par intolérance est une bonne cause de sécheresse des tissus. Hein. Et donc, il va falloir le traitement homéopathique, le traitement en médecine naturelle, c'est pas un traitement de presse-bouton. Hein. Il faut réfléchir à la physiologie, il faut étudier l'histoire du malade, il faut étudier les modalités de son symptôme, et puis il faut se choisir 2 ou 3 remèdes qui vont agir sur les différents niveaux du trouble, et à ce moment-là, vous aurez un super résultat et qui sera durable. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé les questions. Alors, il reste encore quelques questions dans Allez-y. L'autre outil questions et réponses. Allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui demande, après l'opération de la vésicule biliaire, est-ce que le traitement avec la cure détox ou R7, en fonction malgré l'absence de la vésicule biliaire, est possible? Oui. Oui. Alors, l'ablation de la vésicule biliaire, on a enlevé la vésicule biliaire, on n'a pas enlevé les voies biliaires. La vésicule biliaire, c'est le vase d'expansion des voies biliaires, mais il y a toujours de la bile qui se crée et puis qui s'écoule normalement. Donc, c'est intéressant de traiter la vésicule biliaire. Alors, le problème qu'on a, il faut se poser la question, pourquoi il y a des cailloux dans la vésicule biliaire? C'est une bonne question. Il y a des cailloux parce qu'il y a de la sécheresse. Hein. Si vous faites chauffer une casserole avec de l'eau, au bout d'un certain temps, l'eau va s'en aller et puis il n'y aura que des cailloux au fond. Donc, en fait, la lithiase de vésicule biliaire, c'est un symptôme de sécheresse tissulaire. Donc là, ça nous renvoie sur le traitement de la sécheresse tissulaire. Si vous avez de la sécheresse tissulaire et s'il y a des épines irritatives, et en particulier les cicatrices d'ablation de la vésicule biliaire peuvent être de magnifiques épines irritatives, eh bien, vous aurez des douleurs tendinomusculaires, vous aurez tout un tas de pathologies secondaires
qui sont liées à cette sécheresse et à la présence de cicatrices toxiques. Alors, autre question. Pour une enfant de 3 ans avec exostose osseuse derrière l'épaule, le R34 peut-il faire diminuer l'exostose, prévenir l'aggravation, durée de traitement? Oui, oui, alors en sachant que alors, durée de traitement, ça c'est quelques mois quand même, hein, c'est pas miraculeux. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est comme ça? Hein, faut voir la radio, faut voir. Et puis, qu'est-ce que proposent les classiques, hein. Bon, une exostose réagit très très bien en principe, calcarea fosse, éclat lava. La formule est très bonne, hein. Donc, moi, je laisserai au moins 3 mois et puis je regarderai comment ça évolue. Mais pour moi, c'est indiqué. Oui, ça peut marcher. Merci. Pour de l'arthrite juvénile chez un ado, le R73 pourrait-il être utilisé? Traitement pendant les crises uniquement ou entre deux? Alors, l'arthrite juvénile, maladie de style, je pense. Hein. Donc, ça, c'est très sévère, hein. C'est une maladie auto-immune quand même, hein. Donc, a priori, moi, je fais toujours du R7, hein. Le foie calme les auto-immunités. Et puis, bien sûr, on peut utiliser tout un tas de complexes en fonction de la douleur. Mais là aussi, c'est la sécheresse des tissus qu'il faudra traiter. Alors, il y a une plante qui fait merveille dans la sécheresse des tissus, c'est la vanille. Hein, la teinture de vanille, la vanille, c'est un ouvert végétal et ça a la propriété donc de ramener de l'eau dans les articulations et de calmer les inflammations rhumatismales. Voilà. Aux Antilles, ils connaissent ça très très bien. Ils mettent les gousses de vanille dans le rhum. Hein, ça donne un parfum magnifique au rhum et je connais beaucoup de mes amis qui se traitent préventivement comme ça. Là-bas, ça s'appelle un rhum arrangé. Ah non, la bourrache, elle est intéressante surtout au niveau cutanéo-muqueux. Et une polarité qui est très cutanéo-muqueuse de la bourrache. L'onagre a une polarité qui est beaucoup plus tendinomusculaire et la vanille a une polarité beaucoup plus articulaire. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Tout ça, c'est des découvertes qu'on a fait en utilisant les BNS, hein. Il y a des programmes de correction dans les BNS où on vous propose en fonction du cas telle ou telle plante qui marchera le mieux. Et donc, eh ben, on s'est rendu compte que, par exemple, dans l'algoneurodystrophie, ben, c'était le colza qui marchait mieux et qui faisait disparaître les neuroalgodystrophies. Bon, le colza est très riche en oméga 3, mais il y a plein d'huiles qui sont riches en oméga 3. Et dans le cas de la neuroalgodystrophie, c'est le colza. Voilà. Donc là, c'est une connaissance pratique, si vous voulez, mais je n'ai pas de théorie qui explique pourquoi ça marche. Autre question? Alors, une dernière de Muriel qui demande si pour un homme de 60 ans avec syndrome de Dupuytren, alors, je ne sais pas comment on le dit. Dupuytren. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner Eunoterra-Bienis ou bien Vanilla, justement celui dont vous aviez parlé? Alors le syndrome de Dupuytren, c'est une affection qui reste très mystérieuse, qui est une rétraction des tendons de la pronévrose palmaire, hein, qui va jusqu'à empêcher l'extension des doigts. Ça touche généralement un ou deux doigts. Le traitement classique, il n'y en a pas, si ce n'est de faire une dilacération du tendon à l'aiguille. Et on sait que ça va revenir au bout de quelques années, puis on refait une dilacération. Bon, c'est très, très génétique, hein. Je ne pense pas qu'il y ait de traitement bien net. Personnellement, dans ces cas-là, je fais quand même toujours un BNS pour voir s'il y a une sécheresse. S'il y a une sécheresse, il y a lieu de la compenser. S'il y a une inflammation, il y a lieu de la compenser. Mais enfin, il n'y a pas de... Alors, les remèdes homéopathiques du Dupuytren, essentiellement strontium mûr, je crois. Et puis surtout, on a le grand remède de rétraction tendineuse comme ça, c'est tuberculinum residuum, c'est un ozone.
Donc, les nosotes sont utilisés dans les maladies chroniques, graves, que rien n'améliore. Et donc là, on va utiliser plutôt un nosote comme tuberculinum residuum, qu'on donnera à raison d'une dose en 200 par mois, par exemple. Et puis, on pourra donner aussi calcarea fluor, qui est quand même un grand sel de Schussler des tendons. Voilà. Je crois Et que... c'est pas toujours évident, hein. Le métier de praticien, c'est un métier où on joue un peu Sherlock Holmes de temps en temps. C'est bon, mais il faut se renvoyer sans arrêt sur la physiopathologie. C'est elle qui nous éclaire et qui nous permet de trouver des remèdes efficaces parce qu'ils correspondent au mécanisme qui sous-tend la pathologie. Voilà, ben, merci à toutes et à tous. Et puis, donc, au mois de juin, je préparerai un petit exposé sur les pathologies de la femme, hein. Et Dieu sait si nos cabinets sont remplis de nos charmantes compagnes, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de dames que d'hommes qui viennent nous voir. Et donc, dans la pathologie gynécologique, je crois que c'est vraiment une sphère où l'homéopathie a des potentialités qui sont assez extraordinaires, alors que l'allopathie n'a le plus souvent qu'une mise au repos des régulations, parce que ils ne comprennent pas bien les mécanismes qui sont d'ailleurs de l'ordre des hormones, c'est de l'ordre de la 5 à 7 CH. Donc on est vraiment dans des gammes de dilution, d'action des hormones naturelles. L'homéopathie a vraiment un rôle absolument capital si on veut guérir tout un tas de syndromes. Voilà, on verra tout ça ensemble, avec en tête la pathologie qui tourmente nos charmantes patientes, qui est bien sûr les problèmes d'endométriose qui sont en train d'exploser actuellement. Voilà. Super, ben merci. En tout cas, un grand merci à vous pour ce beau webinaire parce que vraiment toutes ces informations, ça a été passionnant. Et puis aussi un grand merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi ce webinaire. Comme l'a dit Jean-Yves Henry, le prochain webinaire aura lieu le 15 juin sur le thème de la femme, le vaste thème de la femme. Et voilà, ben, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui va vous être envoyé. Et puis, on vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci.